Gestion du temps et organisation personnelle. Cette formation a été conçue en 1997 pour aider une cinquantaine de cadres et dirigeants d'une PME de 200 personnes qui a grandi jusqu'à 400 personnes, jusqu'à 700 personnes, pour revenir en 1997 à 400 personnes, dont 200 intérimaires. Société de construction de cartes électroniques, sous-traitance des grands groupes informaticiens. Le titre pose question: est-ce qu'il s'agit de gérer du temps ou d'améliorer son efficacité personnelle dans le court et moyen terme? Donc efficacité personnelle immédiate, s'organiser pour mieux utiliser le temps dont on dispose. En 2007 a eu lieu la dernière mise à jour de ce contenu. Et en 2015, j'ai rajouté quelques vues pour apporter un regard critique concernant la pédagogie et le contenu. Alors, il faut prendre conscience des quatre grands facteurs de gain de temps dans la préparation et dans la gestion des priorités, dans la relation aux autres et au temps partagé, dans les structures et les systèmes dans lesquels on intervient, et dans la mise en place d'un projet personnel. Acquérir ou développer les fondamentaux de l'efficacité personnelle et de la gestion du temps afin de mieux gérer sa charge de travail. Nous avons une charge de travail, d'activité, je devrais dire, puisqu'il faut comprendre aussi ce qui est la vie privée, la vie relationnelle, la vie familiale et nos vies. Travailler mieux, utiliser plus efficacement le temps dont on dispose, réduire les pertes de temps et faire face aux sollicitations avec le moins de stress et le plus de plaisir possible. Voilà quelles pourraient être les formulations des objectifs de cette formation. Nous pourrons y revenir. Le principe: aller à l'essentiel, chasser le gaspillage. Les outils et la philosophie issus du simple bon sens, faciles à mettre en œuvre, respectueux des entreprises et des équipes projets. Tirer parti des outils utilisés dans l'organisation du travail de production, le Kaizen, c'est-à-dire l'amélioration continue, les 5 S, le Kanban. Effectivement, la base essentielle des outils qui seront proposés dans cette formation provient de ce que j'ai eu l'occasion de mettre en œuvre pendant plus de 25 ans en termes d'organisation du travail dans les entreprises, dans les ateliers de la sous-traitance électronique ou de la fabrication de cartes du grand groupe Hewlett-Packard à partir des années 86. Alors, cette formation se structure en 4 temps. Le premier temps, c'est de poser la problématique. Quelle est la difficulté à traiter? Quels sont les voleurs de temps, les fragilisations, les difficultés à faire face à ces objectifs? Et aussi, apprendre à mieux se connaître, à mieux connaître le contexte sociétal dans lequel nous vivons. Le deuxième temps, c'est de créer la volonté et les conditions pour progresser. Il faut construire une vision du futur, un but attractif, c'est-à-dire un projet personnel qui va permettre de trouver la volonté, la dynamique, la motivation pour s'imposer ce qui est de l'ordre de l'autodiscipline. Entre le problème et le but, il y a toute la question du sens qu'on va donner à ce projet et qui va pouvoir nous mobiliser. Les objectifs seront
en progression constante, mois après mois, année après année. À partir de cette dynamique de mise en œuvre, 2 autres temps sont proposés, un pour organiser le très court terme et un autre pour organiser le moyen et le long terme par une planification. Ces 4 temps sont équilibrés. Il y a une durée égale pour repérer ses propres difficultés, pour créer la volonté de changer, pour organiser le très court terme et pour hiérarchiser, planifier ses priorités, maîtriser son énergie. C'est-à-dire que cette formation peut se passer en 3 heures, 4 heures. Dans le 4 heures, il y aura 1 heure pour chaque temps. En 8 heures, 2 heures pour chaque temps, ou en 2 jours. Et alors là, donc on va augmenter jusqu'à 4 heures par pour chacun de ces 4 axes. À la recherche d'une efficacité à visage humain. Quel est le mot le plus important dans cette phrase? Visage humain, humain est souvent le premier cité. Efficacité. Pourtant, le mot le plus important, c'est recherche. J'ai constamment eu besoin de revoir ma façon de gérer le temps, d'atteindre une efficacité adéquate avec les pressions de l'environnement. Et cette formation résulte évidemment de tout ce chemin parcouru, car moi-même j'ai été formé à la gestion du temps en 1981. À l'époque, la formation s'appelait Time Manager. Et le contenu de cette formation était focalisé sur le projet de vie. Quelle est notre représentation du temps? Suivant la culture, le temps peut être une flèche qui va du passé au futur. Dans le monde occidental, c'est la règle. Dans l'Extrême-Orient, c'est différent. Le temps est circulaire. C'est la roue qui tourne, comme les saisons. Et il n'y a pas de différence entre le terme passé et le terme futur. C'est le même mot qui représente ces 2 points. Il y a ce qui est l'instant présent et ce qui n'est pas l'instant présent. Dans d'autres cultures, le temps est à la fois la flèche du temps pour le calendrier du quotidien et le temps lunaire pour le calendrier religieux. Ce qui fait que pour les musulmans ou des juifs, les 2 calendriers se télescopent et font qu'il y a une idée d'être toujours en retard d'un temps sur l'autre. Ces 2 cultures ont aussi mis beaucoup d'importance dans tout ce qui relève de l'incertitude. Notre culture occidentale catholique a évacué l'incertitude. Et aujourd'hui, paradoxalement, nous vivons dans un monde de grande incertitude, avec une représentation du temps qui n'est plus très adaptée. 6 temps de vie, les temps d'éveil, celui de l'action, celui du silence, celui de la vigilance. Dans le travail, la pression est telle que les temps d'éveil se focalisent essentiellement sur ceux de l'action. Très peu sur le silence intérieur, pour se ressourcer, ou pour la vigilance, c'est-à-dire être à l'écoute de ce qui se passe à l'extérieur, être en veille. Et puis il y a le temps du sommeil, profond, léger, paradoxal,
le temps qui permet de récupérer, d'organiser son cerveau, d'ancrer les apprentissages, temps qui est fortement perturbé par la pression des temps d'éveil, avec des dégradations en termes d'insomnie et de sommeil haché. Donc, je vais retenir 3 points importants pour représenter le temps. C'est la flèche du temps, qui est le chemin, disons, le plus habituel dans notre culture occidentale. Le temps circulaire, qui est un temps d'observation de ce qui se passe, de management de notre propre quotidien, de notre propre vie. Et le rétroplanning, qui est la flèche inversée du temps, c'est-à-dire on part du futur pour organiser les pas qui vont nous conduire à cette finalité. L'occidental se protège et dans le futur, il se projette. Il se protège de tout ce qui pourrait être incertitude. Il veut réduire à zéro l'incertitude, c'est-à-dire le risque. Dans l'Extrême-Orient, l'homme ne dissocie pas le passé et le futur, comme je le disais, il les oppose à l'instant. Donc, la logique de fonctionnement dans l'Extrême-Orient, c'est de se donner des rendez-vous hebdomadaires, mensuels ou annuels, trimestriels, pour traiter de certains problèmes, en se posant toujours la même question: où est-ce que nous en sommes? Que devons-nous faire pour réduire les écarts par rapport à notre objectif? Dans ce schéma, j'ai une rivière, un cours d'eau avec quelques obstacles, en B, en C ou en D. D, il y a un chemin tranquille. En C, il y a une chute d'eau qu'il va falloir éviter. Et en A, il y a un kayakiste. Eh bien, la première question, c'est de l'eau, de la rivière, du kayakiste. Qu'est-ce qui donne la représentation du temps? Souvent, on dit, bien c'est le courant. C'est l'eau qui se déplace. En fait, l'eau n'est pas le temps, c'est le flux d'informations qui nous submerge, que nous devons traiter. Le temps est un invariant, c'est le lit de la rivière, il ne bouge pas. Et nous parcourons ce lit de la rivière en kayak avec plusieurs techniques. La première consiste à lever les paniers en l'air et à se laisser pousser par le courant. Donc nous subissons le flot d'informations, nous traitons comme nous pouvons. La deuxième technique consiste à anticiper l'obstacle C qu'il va falloir éviter, et pour pouvoir se diriger vers la branche D. Pour ce faire, il va falloir aller plus vite que la vitesse du courant, il va falloir pagayer. À partir du moment où on est un peu en avance sur le courant, on peut se diriger, on peut choisir. Et donc, être en avance est une des façons de prendre prise sur le flux d'informations. La troisième technique consiste à repérer sur des obstacles comme en B qu'il y a des moments où le cours d'eau remonte autour des obstacles et va permettre d'immobiliser le kayak. Et ça va être le management circulaire. On va regarder ce qui se passe en étant protégé d'un obstacle. On se donne un temps d'observation, de management circulaire. D'où on vient, où on va, où on veut aller, quelles sont nos ressources, nos forces. Faut-il se restaurer, récupérer, ou faut-il repartir dans le flot?
Nous devons apprendre à analyser les modes de fonctionnement, analyser les causes de nos voleurs de temps. Est-ce que nous fonctionnons comme un pompier, toujours à éteindre les incendies? Quels sont nos gros contributeurs de mangeurs de temps? Certaines personnes ont l'habitude d'imposer leur rythme, leur façon de voir, et nous consomment un temps que nous pourrions consacrer à d'autres choses. Il y a aussi des freins à la progression. Entrer dans une logique d'autodiscipline n'est pas à la portée de tout le monde. Une autre façon de se connaître, c'est d'enregistrer le temps passé. On peut regarder, par exemple, sur une semaine, heure par heure, ou par demi-journée, à quoi on a passé notre temps. Et puis on peut aussi faire des photographies plus précises sur une ou deux journées représentatives où on note quart d'heure par quart d'heure ce qui s'est passé. Avoir un film de notre vie historique permet de voir, de repérer là où nous avons de bonnes contributions, là où nous avons des contributions qui ne sont pas adaptées aux besoins. Nous devons aussi apprendre à repérer les modes de fonctionnement et nos rythmes de vie. Est-ce que nous sommes du matin ou du soir? Est-ce que nous sommes du soir parce que nous avons mal dormi ou parce que c'est notre rythme biologique? Est-ce que les pauses à la mi-temps, c'est-à-dire vers midi, sont suffisantes? Ou même en demi-journée, est-ce qu'il faut faire des petites pauses? Nous pouvons aussi apprendre à repérer les canaux de communication. Dans un groupe, certains parlent d'une certaine façon, d'autres d'autres, et ce qui fait qu'on ne se comprend pas très bien, que ça use beaucoup d'énergie pour peu d'efficacité. Nous devons aussi prendre conscience que dans le temps, les exigences évoluent et qu'il y a toujours plus à faire. Et puis, nous avons des facteurs fragilisants, qui sont des facteurs sociétaux. Un grand classique, que ce soit dans je dirais dans la culture d'Extrême-Orient ou dans la culture occidentale, c'est de savoir repérer ce sur quoi on a de la maîtrise, sur quoi on a de l'influence, et sur quoi on n'a aucune influence. C'est pas la peine de passer beaucoup d'énergie là où on n'a pas d'influence. On peut se plaindre, mais ça ne changera rien. On peut passer un peu d'énergie à influencer notre environnement pour améliorer notre gestion du temps. Mais l'essentiel, c'est d'agir sur le domaine que l'on maîtrise, là où nos actes conduisent à des résultats essentiels et dont nous pouvons assurer la pérennité. Les canaux de communication. Donc là, ce tableau est conçu à partir de deux regards. La colonne verticale, c'est une logique de projet. Il y a les enjeux, les risques, les impacts. Il y a la représentation du voyage, comment on va résoudre ces enjeux en mettant en œuvre des actions de projet, des réalisations. Et quand on a les enjeux, il y a en face la solution que l'on va adopter. Et donc, trois façons de regarder et de prendre en compte la communication entrante, mais aussi de restituer la communication sortante, soit à partir des enjeux, du comment, ou du but ou de la solution. Et puis dans la dimension horizontale, eh bien on peut communiquer de manière visuelle par des schémas. On peut communiquer de manière auditive, là par les phrases, le verbe, le son. Et puis de façon kinesthésique, c'est-à-dire par le sentir, par les sensations. Et quand on croise ces deux approches, eh bien on va avoir des personnes qui pensent globalement les enjeux, qui voient les interactions
entre les causes et les problèmes et qui ont donc des cartes mentales qui sont très schématiques. Il y a la démarche scientifique et rationnelle pour poser les objectifs, les attentes de rentabilité, etc., qui vont être ceux des auditifs, qui sont souvent des dirigeants, mais pas toujours. Des dirigeants, des managers qui vont être focalisés sur les enjeux et les risques. Et puis, il va y avoir les commerciaux, en général, qui sont très tournés vers la sensibilité, l'empathie, et qui vont capter les problèmes des clients sans pouvoir agir sur les solutions ou les chemins pour résoudre les problèmes, et qui vont donc être confrontés à beaucoup de stress. Alors, les mêmes trois canaux, voir, entendre et sentir, peuvent se décliner pour ceux qui sont focalisés sur le chemin. Eh bien, le planning, la méthode de perte caractérise les visuels, les listes d'actions avec des échéances associées, où on a à barrer chaque fois qu'une action est faite, classement par priorité pour les auditifs, et puis les autres ont besoin d'expérimenter, de toucher des actions immédiates. Et enfin, les trois canaux verticaux au niveau de la solution, bien, il y a ceux qui vont pouvoir faire la carte, le schéma de la solution et l'approche globale. Dans les bureaux d'études, on trouve beaucoup de personnes qui sont centrées sur la solution et le schéma. La description de la solution par une procédure ou par une checklist va concerner les auditifs. Agir, construire une maquette pour voir, pour toucher du doigt, seront ceux qui vont être focalisés par la kinesthésie. Et bien souvent, dans un comité de direction, dans une équipe projet, eh bien il y a des cases qui manquent, alors que les 9 cases sont indispensables collectivement pour que une structure projet, une organisation fonctionne bien. Donc, il est assez important d'analyser les canaux de communication. Toujours remettre en question son mode de fonctionnement dans une efficacité qui est requise par le marché et qui grimpe de manière exponentielle, alors que l'expérience personnelle fait que nous progressons, je dirais, de manière très proportionnelle, très tranquillement. Donc, il faut régulièrement, pour pouvoir être en phase avec le marché, remettre en question notre façon de fonctionner, individuelle et collective, et se retrouver, après une période de frottement, de chahut, retrouver un équilibre qui va se faire pour une durée de 2-3 ans. Et c'est ce qui m'a permis de faire face aux évolutions en revoyant ma façon de gérer mon temps, ma charge, à peu près tous les 2 ou 3 ans, entre 1981 et à la fin de mon travail professionnel, donc en 2008. En 81, j'ai été embauché par Hewlett-Packard pour le bureau d'études réduire la phase de conception d'un nouveau produit de 3 ans en 1 an. 5 ans plus tard, la durée de conception d'une carte électronique, d'un nouveau PC, ordinateur, était de 6 mois. Et la durée de vie du même PC était de 6 mois chez le client. Donc, la façon dont on lançait le produit et sa rentabilité sur 6 mois, les chaînes de production donc duraient pour un produit donné 6 mois, eh bien, il fallait intégrer dans le coût de lancement le coût d'obsolescence. Et dès le départ, le démarrage de la conception d'un produit, il fallait se poser la question de savoir comment on allait réaliser son obsolescence pour que, eh bien, 12 mois plus tard, le produit en fin de vie de production
soit rentable. Changement majeur entre les années 81 et en gros 90. Quels sont les contextes fragilisants? Eh bien, nous avons une grosse dématérialisation des tâches. La plupart de nos métiers deviennent des métiers de surveillance, que l'on soit ingénieur, technicien ou opérateur sur une machine automatique. Et cette dématérialisation des tâches modifie complètement notre rapport au réel. Le deuxième point, c'est la montée de l'incivisme, de la microdélinquance. Par exemple, le mobile va prendre le pas sur une relation entre deux personnes parce que la sonnerie va apporter un changement d'attention, le téléphone devenant priorité au détriment de la relation humaine déjà engagée. Le troisième point, c'est la perte des lieux de socialisation. Les gens vivent souvent de plus en plus seuls et l'endroit où l'on travaille, quand c'est possible, devient le dernier lieu de socialisation. Et enfin, il y a une complexité et une urgence qui se sont accrues de manière exponentielle. C'est la courbe que je montrais juste avant. Alors on peut imaginer une échelle de l'agilité. L'agilité, c'est garantir une réactivité pérenne, anticipation, plus réactivité, plus adaptation. L'efficacité étant la mesure de l'aptitude à tenir ses engagements et l'efficience, le rendement, c'est-à-dire le rapport entre le travail qui est fait et l'énergie que ça a nécessité. Bien, je dirais qu'en partant du plus petit gain, qui est celui de la rigueur, de l'autodiscipline, on peut atteindre des gains de temps de l'ordre de la seconde ou de la minute. Exemple, 20 secondes pour retrouver un document. Dans une bibliothèque de 8000 procédures, eh bien, on peut passer, chaque fois qu'on va consulter la procédure, 2, 3, 4 minutes ou 20 secondes, suivant la façon dont c'est classé. Puis, il y a l'efficience court terme. Par exemple, on peut gagner du temps pour faire notre travail. Par exemple, 1 heure par jour sur l'horizon du mois, sur 20 jours, 20 heures. Donc, de l'ordre de 3 jours, équivalent 3 jours. En efficience à long terme, on peut gagner quelque part des gains de 10 à 30%. Un moyen, par exemple, un gain moyen de 10 semaines par an. Puis alors, en termes de rapidité, on va couper alors dans un rapport de 1 à 2. Par exemple, le traitement d'une commande qui a été traitée en gros en 12 mois peut être traité en 6 mois. Et dans l'agilité, eh bien, des gains globaux dans un rapport de 5, 10 ou 20, exemple traité en quelques heures, quelque chose qui se faisait avant en 20 jours ou en 10 jours. L'un des exemples, c'est de passer d'une programmation d'informatique dans une programmation de langage structuré à une programmation en langage objet qui permet de gagner beaucoup de temps en ligne de codage. Eh bien, pour progresser dans chacune de ces étages, depuis la rigueur jusqu'à l'agilité, eh bien, on peut progresser dans la rigueur en 2 à 3 mois. Dans l'efficience court terme, entre 6 et 12 mois. Efficience long terme, 1 à 2 ans. Rapidité, 1 à 2 ans. Et puis l'agilité, 3 à 5 ans. Donc, cette information se pose aujourd'hui comme objectif de mettre en œuvre des actions qui permettent de gagner dans la rigueur et dans l'efficience à court terme. À partir de ce constat, de notre connaissance de nous-mêmes, de nos difficultés, il va falloir construire une vision du futur, un but attractif, concret,
qui va permettre de mobiliser notre énergie, notre attention, et nous fixer des objectifs intermédiaires qui soient positifs, qui nous apportent un mieux vivre, une satisfaction réelle dans notre façon de vivre, notre projet de vie, que ça soit au travail, en famille, avec soi-même, dans les activités sociales et ludiques. Alors, un exemple de formulation un peu théorique, qui consiste à partir de la gauche, qui est l'objectif d'une vision du futur la plus modeste, travaille avec une pression stimulante mais sans stress. Sortir de la pression du stress. Avoir une pression stimulante qui nous donne satisfaction. Deuxième objectif est un objectif beaucoup plus agressif, c'est-à-dire avoir un cycle de vie équilibré au quotidien. Pas de travail à crédit sur la récupération du week-end ou des vacances. Aujourd'hui, on sait que pour beaucoup, il faut, quand on part en vacances, passer 3 à 4 jours à récupérer de ses fatigues avant de pouvoir profiter des vacances. Donc des vacances courtes, des ponts de 4 jours, n'apportent strictement rien en termes de récupération et de bonheur à vivre autre chose que récupérer de la fatigue. Les vacances ne sont pas un temps pour récupérer, c'est pour faire autre chose. Des projets qui nous tiennent à cœur. Autre point, d'un cran encore plus difficile, un investissement quotidien pour le futur. Comment rendre tous mes actes quotidiens utiles à la fois pour ce que j'ai à faire aujourd'hui, mais qui soient aussi un investissement pour mon futur. Comment chacun de mes actes, ou la plupart de mes actes, me permettent de progresser en compétences, de progresser en capacité à assurer mon revenu sur tout mon projet de vie. Travailler dans un cadre horaire maîtrisé et flexible, c'est aussi très difficile. Savoir s'arrêter à temps, savoir faire un peu plus quand le contexte extérieur l'exige, mais sans que ce soit un dérapage non contrôlé. Et puis enfin, la disponibilité effective adaptée au niveau de responsabilité, être capable d'équilibrer les temps de l'action, les temps du silence ou du ressourcement, et les temps de vigilance, d'écoute du réel, d'écoute des autres, des collaborateurs, des pairs, afin de bien choisir, sélectionner, sentir et retenir les enjeux essentiels, les risques globaux essentiels. Alors, comment créer cette grande rupture organisationnelle qui va permettre de progresser? Je crois que deux grands principes sont importants et incontournables. Travailler en temps alloué, par objectif, mission et projet. Chaque projet, chaque tâche doit avoir une durée allouée qui va permettre de garantir que tout ce qui doit être fait sera fait. Et cette première rupture implique la seconde, accepter le principe d'incomplétude et la prise de risque volontaire qui est associée. Il y a des choses que je fais bien, et il y a des choses que je ferai moins bien. Donc cette rupture organisationnelle va à l'encontre de l'objectif de perfection qui nous a été inculqué pour beaucoup dès notre plus jeune enfance. La perfection n'est pas de ce monde et elle est bouffeuse d'énergie et de plaisir à vivre.
Le deuxième point, c'est de mettre en projet successif le plan de progression individuelle. Un éléphant, c'est indigeste. Il faut le couper en tout petits morceaux pour pouvoir le déguster et profiter de cette alimentation sans avoir d'indigestion. Créer une stimulation collective pour pérenniser la démarche de progression, évidemment, ça facilite. Quand j'ai assuré cette formation sur des petites TPE de 5 à 10 personnes, où la plupart des employés du cadre, du dirigeant à l'ouvrier étaient concernés par cette meilleure gestion du temps, évidemment, entre eux, après 3 heures de formation, la mise en œuvre était très grandement facilitée. Et donc, il faut aussi mettre en projet successif le plan de progression collectif. En fait, l'efficacité personnelle va permettre d'améliorer l'efficacité de l'organisation. Mais pour pouvoir améliorer son efficacité personnelle, il va falloir se faire aider par les autres. Et il va falloir aussi contribuer à aider les autres. Donc, on ne peut pas dissocier l'efficacité personnelle et l'efficacité de l'organisation. Et nous allons pouvoir progresser en équipe, ce sera beaucoup plus facile. Il y a 4 grands domaines successifs de progression. D'abord, au niveau du mental, sortir du stress, engager des actions d'autodiscipline, et pour cela, créer la motivation indispensable. Tant qu'on n'a pas fait cette première étape, les étapes 2 ou 3, concernant l'organisation ou le corps, n'apportent rien. Ensuite, quand on a vraiment la volonté de s'autodiscipliner, et donc de changer nos protocoles de travail, eh bien nous avons 2 voies à explorer, et qui dépendent un peu du point d'où nous partons. Soit il va falloir d'abord se focaliser sur l'organisation, la gestion du temps, le classement, l'ordre, et là nous allons en parler dans un instant. Soit il va falloir travailler sur le corps, sommeil, qualité du sommeil, la détente et la santé. Car l'un des indicateurs du dysfonctionnement en termes de gestion du temps, c'est l'insomnie, c'est le fait d'être toujours sous pression, même quand on a quitté le lieu de travail, et c'est d'avoir une santé qui se dégrade, facilement touchée par le rhume, par la grippe, etc. Alors que d'autres passent à travers sans encombre. Organisation et corps, l'un après l'autre, en fonction du point de départ. Et quand les points 1, 2 et 3 sont sous contrôle, alors il va falloir s'attaquer à l'énergie. Tout ce qui gravite autour de l'allure, de la réactivité et de la maîtrise dans la durée de notre capacité, de nos ressources. Donc là, j'ai fini un petit peu le cadre et la présentation du contenu en ayant abordé les 2 aspects essentiels qui sont quelle est la problématique, quelle est notre conscience de notre façon de travailler, de vivre, pour chacun individuellement, et puis cette notion beaucoup plus réduite ici de mise en projet, de perspective, de gain, et donc de buts qui vont permettre de créer la motivation. Avant de rentrer dans la phase 3 et 4 de description des outils, je vais vous proposer maintenant ce regard critique que j'ai construit en 2015 avec 4 points. Les perspectives de création de la formation en 1997, les enjeux personnels et collectifs en 1997, la base culturelle de mise en œuvre des outils et les enjeux pédagogiques en 2015. Alors, perspective de la création de la formation en 97. Alors, j'avais dit au début que je me suis préoccupé de la gestion du temps dès les années 81, mais uniquement dans ma
gestion personnelle pour faire face à toutes les exigences qui étaient attendues de mes différents jobs. Donc, capacité personnelle à bien gérer mon temps et mes projets de vie. Alors, ensuite, s'est posée la problématique du contexte en 97 de cette société de sous-traitance, où brutalement les exigences ont mis en déroute beaucoup des 50 cadres et dirigeants qui œuvraient à satisfaire les exigences des clients. Exemple, un ingénieur commercial recevait de l'ordre de 100 mails par jour et se retrouvait avec 200 ou 300 mails à traiter s'il avait engagé un voyage vers un client donné pendant 2 ou 3 jours. Les directeurs, même le PDG, étaient amenés à prendre des décisions très importantes en très très peu de temps. Donc, comment faire face à ces contraintes? Et la démarche qui a été proposée et construite à partir de mon expérience, ça a été de dire, d'abord je forme le comité de direction, ensuite les cadres, les techniciens, et puis par une action plus légère, la formation des 400 personnes qui étaient finalement impliquées dans ce programme. Ça a été aussi pour moi la mise en place d'une pratique de l'accompagnement individuel, c'est-à-dire du coaching, que j'ai créé à cette occasion d'une façon très peu orthodoxe, puisque j'étais à la fois employé et sans responsabilité hiérarchique, et animateur de cette formation. Cette formation a été conçue comme une technique de résolution d'un problème, comme on a d'autres problèmes dans l'entreprise pour pouvoir faire face à des difficultés. Donc, résolution de problèmes en interne. La formation a duré 1 jour, plus 7 heures de coaching pour étaler sur 6 mois pour 50 cadres directeurs. Et enfin, une demi-journée de bilan au bout des 6 mois. Concernant les autres personnes, c'est-à-dire techniciens, employés et ouvriers, eh bien, c'est une seule facette méthodologique qui a été employée à faire progresser la structure, c'est la diffusion large de la méthode du 5S que je présenterai tout à l'heure. Les enjeux personnels et collectifs en 1997. Eh bien, effectivement, j'avais déjà dans la tête qu'un plan social allait se préparer. Il interviendra en 2001 et que je devais penser comment j'allais vivre après 2001. Et donc, je me préparais à devenir un coach, un formateur et un conseil en indépendant. Et j'en ai profité à partir de cette expérience-là de créer mon référentiel, c'est-à-dire ce support de formation et ainsi qu'un livre sur la gestion du temps. Les enjeux collectifs, eh bien, 54 cadres en grande difficulté à cause des nouvelles technologies de communication informatique, anticipation non dite du futur plan social et donc initialisation des projets de vie professionnelle qui engageait une certaine souffrance non partagée. Donc, comme je disais précédemment, une démarche descendante de CODIR, puis 50 cadres, la formation 5S qui a concerné là aussi d'abord le comité de direction, les 50 cadres, les techs, les agents et les opérateurs. 400 personnes sur 2 mois pour le 5S. Et une dernière technique qui est l'écoute du PDG et formation à l'écoute du PDG et du groupe de direction, mais quelques-uns qui ont accepté, pour venir auditer
une fois par mois l'ensemble des postes de travail, donc par tirage au sort, et qui a permis de poser en continuité sur 3 ans le questionnement du développement et l'amélioration du 5S dans l'entreprise. Base culturelle de mise en œuvre des outils. Eh bien, d'abord, j'ai enseigné donc les techniques du Kaizen entre 1986 et jusqu'à 2008. Et il faut faire une distinction importante entre la religion ou philosophie bouddhiste, dont est issue cette culture du Kaizen, et la culture bouddhiste zen, qui préside à l'organisation de ces méthodes. Moi, je suis rentré dans cette compréhension, dans cette mise en œuvre de la culture du temps circulaire, qui, au lieu de mettre le travail en séquence, qui était la logique de gestion de projets industriels, d'avoir mis en œuvre une logique de progression parallèle, où chaque projet était traité avec le même niveau d'urgence, d'importance. Donc les méthodes à cette époque donc étaient les 5S, le PDCA, le plan Do Check Act, qui est le premier outil d'amélioration continue, qui est le sens du mot Kaizen, le Hoshin, qui est un PDCA au niveau stratégique, que l'on a aussi traduit en français par le management par percée. On focalise toute une organisation sur progresser sur un certain objectif. Le juste à temps, livrer juste à temps, en qualité, en coût et en délai, donc les produits, mais aussi toutes les productions individuelles à l'intérieur de l'organisation. Et puis le système Kanban, qui est l'art de gérer le flux dans un atelier, mais ça peut aussi se faire dans tous les services d'entreprise, sans avoir une notion d'ordonnancement typiquement occidental, mais en gérant à vue, en fonction des stocks, de leur réduction, des encours locaux, comment produire ce qu'il faut produire au moment où on s'aperçoit qu'il y a un manque. Et pour exemple, dans le textile, dans les machines textiles qui ont été vendues en France par des Français à grand nombre de pays d'Afrique, mais aussi d'Extrême-Orient, la technique du Kanban était pratiquée pour gérer l'ensemble des pots qui récupèrent les rubans et les bobines de filature de type Kanban, c'est-à-dire en fonction des pots vides, on définit ce qu'il faut produire. Une autre source culturelle de formation formation pour adultes, a été l'utilisation des outils de l'analyse transactionnelle, de la PNL, programmation neurolinguistique, et aussi du process change accélération, qui est un élément de ce que l'on appelle le Six Sigma et qui a été créé par General Electric. La confrontation de ces 3 familles de méthodologies, d'outils, de façon de penser, a organisé ce que l'on peut appeler dans la formation, dans la conduite d'une formation pour adultes, à la technique de l'accompagnement, et donc les 4 temps que j'ai présentés comme la structure de cette formation, qui sont la question du sens, qui se pose en traitant du problème et des buts, et ensuite de fixation des outils de progression organisationnelle, et puis des outils de progression dans la dimension temporelle. Alors, il y a encore une 4e famille de sources organisationnelles
J'ai beaucoup travaillé dans la gestion de projets et de processus, dans l'innovation et la créativité, où on est confronté à l'incertitude. Puis quelque chose qui est tout à fait différent, de pratiques personnelles et quasi-professionnelles, dans ce qui est l'enseignement de l'alpinisme. Les enjeux pédagogiques en 2015 à questionner. Ce type de formation procure un nouveau rapport au pouvoir. Il y a une logique de dominance. Celui qui gère son temps prend pouvoir sur ceux qui ne savent pas le gérer. Il y a un rapport à la survie. C'est une logique de résilience. Je me suis battu pour vivre heureux, pour vivre en santé, mais il y avait une notion donc de survie pour moi. Ne pas subir, mais dominer, faire face. Il y a un rapport au projet de vie. Pour pouvoir trouver cette logique de résilience et de dominance, je suis passé en force, c'est-à-dire que j'ai géré l'ensemble de mes temps de vie pour m'assurer que tout tenait la route, et y compris par rapport à cette pression, j'ai travaillé en moyenne 50 heures par semaine, et bien d'avoir 10 heures de silence par semaine. 10 heures de silence qui sont coupées en 3 heures samedi, 3 heures le dimanche, très souvent en montagne, et puis le reste en temps de récupération pendant mes temps de travail. Alors, puissance des ressources physiques et mentales, je suis inscrit dans une certaine forme de sécurité personnelle par ma capacité à m'adapter et avec une capacité de sommeil, de récupération forte, puisque 5 heures de sommeil par jour a été à peu près ma pratique de vie. Et puis, un rapport de dominance par rapport à la hiérarchie, c'est-à-dire que pour moi, dans ma tête, il n'y avait pas d'enjeu autre que faire ce que j'avais à faire. Donc, que ce soit mes pairs, les subordonnés de mes pairs qui étaient en responsabilité hiérarchique, ou mes différents directeurs, c'était tous pour moi des personnes qui avaient leurs problématiques, leurs enjeux, comme moi j'avais les miens. Donc il n'y avait pas dans ma tête un rapport hiérarchique, mais un rapport de dominance en termes d'outils, de techniques, de moyens de faire face à telle ou telle pression, résoudre tel ou tel problème. C'est une éducation élitiste qui est très différente de l'éducation populaire. Il y a une déconnexion complète d'un projet politique et du questionnement sociétal industriel. Pour moi, il n'y avait pas à ce moment-là, en 97, de questionnement, de remise en question de ce que j'étais en train de vivre en termes de projet sociétal, projet politique. Un autre point important, j'ai vécu, grâce à cette action personnelle qui datait depuis les années 81, une grande satisfaction professionnelle et une fascination lucide, mais fascination quand même vis-à-vis de la modernité et des nouvelles technologies informatiques et de communication. Et enfin, j'ai mis en œuvre très très tôt une polycompétence effective interne et externe. C'est-à-dire que je n'ai pas exercé un métier sur l'année, mais plusieurs métiers en parallèle sur l'année, tels que de la programmation informatique, de la gestion des espaces, de la gestion des temps de production, méthode, de l'accompagnement de personnes en difficulté, de la gestion de la qualité et de la gestion financière en termes de maîtrise des inventaires. Donc j'ai été habitué à changer de métier, mois après mois, ou en parallèle, réaliser des tâches qui étaient de domaines de compétences complètement différents, et donc en ayant plusieurs responsables hiérarchiques, demandeurs ou clients
exactement comme une micro-entreprise de sous-traitance à l'intérieur de l'entreprise, ce qu'on peut appeler aussi un intrapreneuriat. Tout ceci est ce que j'ai vécu en 97. Aujourd'hui, je pense qu'il faut remettre ceci en question. D'autres méthodologies font leur apparition, qui sont d'ailleurs fortement imprégnées des cultures asiatiques que j'ai évoquées avant, comme l'allocratie, la sociocratie, qui viennent des États-Unis ou du Québec. Une autre façon de penser les enjeux, d'être moins en situation de survie, de passage en force, garder le principe de cette notion de dominance avec la volonté que cette dominance soit partagée par tous par rapport aux exigences sociétales, et enfin passer d'une éducation élitiste à une éducation populaire. C'est-à-dire que cette formation doit être ouverte à tous. Et elle doit inclure aujourd'hui un engagement politique, citoyen, tenant compte de l'ensemble des problématiques et des mutations dans lesquelles notre société est en train de faire face. Je vais donc maintenant m'engager à la présentation de quelques outils pour optimiser son temps en termes de traitement des informations et de rangement des dossiers. L'action immédiate. Comment faire pour réduire les interruptions, faire en sorte qu'une interruption ne génère pas une autre interruption, se débarrasser du travail en retard, se tourner vers l'avenir, traiter le plus pénible en premier, acquérir une meilleure image de soi-même et s'habituer à trancher. Le premier pas pour dire non, on verra que apprendre à dire non est la chose probablement la plus difficile après la mise en œuvre de l'autodiscipline. Le pilotage immédiat. Rendre le contact possible. C'est-à-dire, vraiment le second pas pour dire non, c'est prendre l'initiative du contact. Si vous devez avoir un rendez-vous avec quelqu'un, n'attendez pas que ce soit l'autre qui vous propose un créneau. Proposez le vôtre. Dire quand on sera disponible à son bureau. Dire quand on aura lu les documents. Annoncer les revues, les réunions, les tâches à l'avance. Former les autres à comprendre vos attentes et organiser l'imprévu. Organiser l'imprévu, c'est certainement quelque chose qui n'est pas évident. Prenons un métier comme la maintenance. Un technicien en maintenance dispose de 10 à 15% de son temps prévisible. Le reste, il dépend des incidents. Donc, il va falloir qu'il gère son temps d'imprévu comme un temps prévu moyen, qui est 80% d'imprévu chaque jour. Une personne qui va être dans la production va peut-être, ou un manager par exemple de production, va peut-être avoir 40% d'imprévu. Donc, il va organiser son planning sur 60% de temps effectif par jour, prévisible, et donc se garder 40% d'imprévu. Quand l'imprévu ne se présente pas, eh bien il faut avancer les tâches prévues, flexibilité, mais il faut toujours avoir en tête que il va y avoir un imprévu qui peut se manifester dans la journée.
Encore sur le pilotage immédiat, rendre l'organisation organisable l'information entrante. Soit je peux travailler tout de suite sur la réponse d'un mail, soit je vais le classer dans la journée à laquelle je pourrai répondre à ce mail. Je ne me donne pas le droit de toucher plus de 2 fois une information entrante. Travail par regroupement. Un moyen terme entre l'action immédiate et le on le fera plus tard. C'est peut-être intéressant chaque jour de consacrer 2 fois une demi-heure à la lecture des mails, aux réponses immédiates que l'on peut faire. Travailler par séquence de 1h30 au maximum. Travailler maintenant pour être disponible après. Réduire l'imprévu. Gérer l'agenda annuel et anticiper tout ce qui est possible. Alors maintenant, j'aborde la méthodologie du 5S, qui est probablement une méthodologie reine, racine, essentielle. Elle fonctionne bien dans les ateliers, elle fonctionne très bien dans les bureaux, pour organiser son ordinateur. Elle fonctionne aussi très bien pour traiter du mental et s'autodiscipliner par rapport à des tendances dépressives pour se nettoyer des idées noires. Donc, 5 étapes. Se débarrasser, jeter l'inutile, les idées noires comme les outils qui ne fonctionnent plus, comme les papiers qui n'ont plus aucune utilité. Ranger, se donner des règles, dire comment on range les choses, en particulier dans les postes qui sont occupés par plusieurs opérateurs entre les équipes de matin, de soir et de nuit. Il faut que tout le monde puisse se retrouver facilement. Garantir la propreté, ne jamais rien laisser au sol pour qu'on puisse passer le balai dessous, et voir éventuellement des tâches sous des machines. Organiser, c'est-à-dire maintenir l'ordre. Et l'autodiscipline, qui est le plus dur, c'est acquérir ce sens de rigueur qui va nous permettre de passer régulièrement les 4 autres points, débarrasser, ranger, nettoyer, organiser, avec une action de plus en plus précise, de plus en plus fine. À remarquer que chacun des points, débarrasser, ranger, nettoyer, organiser, nécessite les autres points. Pour débarrasser, il faut avoir rangé et avoir des critères de ce qui est utile et non utile. Il faut pouvoir nettoyer pour savoir où on pose les choses utiles et les choses non utiles. Maintenir l'ordre, ne pas créer de cases intermédiaires entre utile et inutile. Créer aussi ce qui va permettre d'être réparé. Pour ranger, se donner des règles, mais peut-être débarrasser les règles inutiles, nettoyer sa façon de faire dans la tête, et maintenir les règles ou les adapter en fonction des contraintes qui peuvent évoluer. Le classement des informations, nous avons depuis notre plus petite enfance appris à classer par matière. Les mathématiques, le français, l'histoire, la géographie, etc. Et nous avons besoin d'apprendre à classer sous 2 façons simultanément. Bien sûr par matière, mais aussi par fréquence d'utilisation. Sur le bureau, il faut avoir les matières en petits dossiers qui vont être consultés dans la journée, voire dans la semaine. Et dans une armoire, les mêmes matières qui vont être classées à une distance plus lointaine. Ce qui veut dire qu'il y a régulièrement chaque semaine une maintenance pour amener les dossiers qui sont sur la table et qui ne seront plus utilisés la semaine d'après dans l'armoire.
La deuxième règle, c'est d'utiliser des familles et des sous-familles de 10 au maximum. Car notre cerveau sait très bien retrouver, sans réfléchir, quelle est la place d'un objet si il est rangé en moins de 10 familles. Nous avons été formatés par le calcul décimal et notre cerveau sait faire ça très bien. Au-delà de 10 familles, il faut qu'il réfléchisse. C'est consommateur d'énergie. 1. Donc, règle classée par 10 familles maximum. En 3 clics, sur un ordinateur, on arrive à 1000 documents élémentaires. Faciliter l'accès par couleur, par les titres aussi, le choix des titres. Classé par fréquence d'utilisation, classé par processus suivant la vie de la commande. Un projet, par exemple, il est lancé, il se réalise, il se termine, et ensuite il y a une maintenance et un archivage. Maîtriser les espaces de rangement. Quand on se donne 10 places pour mettre 10 classeurs, si je dois introduire un nouveau classeur, il faut que j'en enlève un. Puis on peut aussi ranger par espace alloué mobile, avec codification des espaces. Il faut donc pour une table pour pouvoir accéder à tel document. Ce sont autant d'autres pas pour apprendre à dire non au désordre. Alors maintenant, je vais passer aux outils pour optimiser le temps en termes de planification, puis de maîtrise de l'énergie. Planification, gestion d'agenda, planification des tâches, calcul de charges, gestion des priorités. Et en maîtrise de l'énergie, la notion des engagements, de la gestion de l'allure, gestion du stress, et apprendre à dire non. Pour l'agenda, eh bien, il va falloir apprendre à évaluer la charge de travail, planification des projets et le rendez-vous avec soi-même. J'ai besoin de prendre rendez-vous avec moi-même comme je prends rendez-vous avec d'autres, avec la case de temps nécessaire pour ce rendez-vous avec moi-même. Imaginez un petit récipient dans lequel, vision du court terme, vous voyez un certain nombre d'objets qui sont des pierres, des gros cailloux et du sable qui est en bleu. Si vous vous donnez un horizon plus important, eh bien vous allez pouvoir distinguer le court terme, le moyen terme et le long terme, avec toujours du sable, des petits cailloux et des gros projets. Et la difficulté, c'est de sortir des logiques de priorité qui font repousser les gros projets toujours plus loin. Ils sont importants, mais ils ne sont pas urgents. Il va falloir apprendre à couper des tranches qui font que chaque gros projet va avoir une tranche qui sera une tranche d'urgence qui doit être faite au même niveau d'urgence que le reste des petits cailloux. Au nom de l'urgent, on rejette ce qui n'est pas urgent. Mais dans ce qui n'est pas urgent, il y a de l'important. Et en conséquence, on traite en urgence du non important. Pour sortir de ce piège, il va falloir rendre l'important l'urgent et faire en sorte que l'urgent traité soit l'urgent important.
Une première phase consiste à réduire de manière très importante le non important et le non urgent, moins de 3% des tâches, ce qui fait que ça permet peut-être les temps de détente. Le non important et urgent, mettons 32%, 50% d'urgent et important, et puis 15% d'important non urgent. Et la deuxième phase, c'est d'arriver à déléguer ou sous-traiter, relativiser ce qui est urgent et non important, de réduire, relativiser et sectionner ce qui est urgent et important, et de mettre le plus gros de son énergie à anticiper, rendre urgent, développer la valeur ajoutée. Une autre façon de représenter les choses, c'est de se dire que la charge est toujours plus grande que le temps disponible. Et dans la façon de faire hier, consiste à dire, eh bien, je vais faire coïncider la charge de travail avec la ressource disponible, ce qui est rarement compatible. Et ce que je peux avoir comme image mentale demain, c'est dire que dans ma charge totale de travail, il y a ce qui est du domaine du jeu, de l'important et de l'essentiel. Et l'essentiel, je dois y consacrer 80% de mon temps. Je parlais tout à l'heure de 65%. Dans tout ce qui est important, il va falloir le contenir avec le domaine du jeu pour, en gros, 20% de mes tâches. Ce qui veut dire que, concrètement, je vais être sur l'essentiel complètement disponible et je vais travailler sans urgence. Par contre, pour tout ce qui est important du domaine du jeu, je vais contraindre, prendre des risques, être moins perfectionniste afin de me rendre disponible à l'essentiel. Donc c'est une planification paradoxale. Je planifie de manière très contrainte cette planification, l'important et le domaine du jeu pour laisser libre le maximum de temps à ce qui est essentiel. Alors le mode de planification, on peut l'imaginer à 3 niveaux. Stratégique, 1 jour par an, 2 heures par trimestre, la planification capacitaire, 2 heures par mois, et l'ordonnancement, 15 minutes par semaine et 3 minutes par jour. Comment je règle mes priorités? Sur quel horizon? Et sur quelle période de planification? Alors, la planification stratégique, on peut se donner 5 familles de projets, dont l'un peut être la disponibilité à l'urgence. Ensuite, de ces 5 familles de projets, il y a à charger en planification capacitaire combien j'alloue de ressources pour chacun de ces projets. Et ensuite, j'ai 2 voies d'ordonnancement qui sont soit l'ordonnancement des tâches en séquentiel, soit la gestion des priorités. Pour chacun des projets, la planification stratégique, j'ai les mêmes priorités par unité de temps, soit le jour ou la semaine. Alors, dans cette vue, vous voyez que chaque unité de temps, ça peut être en vertical, ça peut être la journée ou la semaine, j'ai alloué à chacun de mes projets un certain temps, une certaine durée, et il y a des trous dans lesquels je vais pouvoir loger des projets en attente. Ce ne sont pas des TGV, ce sont des TER qui attendent que les trains principaux passent. Et
à partir d'un certain moment où si ma capacité d'urgence a été remplie, eh bien je charge l'urgence sur le jour qui suit ou la période hebdomadaire qui suit. Et donc là, je donne un exemple avec des tranches de temps qui sont très différentes pour chacun des projets en fonction de la planification capacitaire. Maîtrise des engagements. S'engager en connaissance de cause, en réservant du temps pour l'imprévu, en réservant des plages mobiles, en organisant chaque journée et chaque semaine, et en suivi des actions. Gérer son énergie et son allure, gérer son stress, apprendre à dire non. Les options ne seront pas traitées dans ce cours. Alors, si on regarde dans cette courbe, sur l'axe horizontal, on a une compétence croissante qui va de la plus basse compétence à gauche à la plus grande compétence à droite. Et la charge de travail réalisée en verticale montre que, à une allure normale, 100, eh bien, on va avoir une gaussienne où on a peu de temps travaillé en compétence basse, peu de temps travaillé en compétence haute, et nous sommes essentiellement centrés sur la norme. Si j'augmente mon allure, je vais dégrader ma compétence en travaillant beaucoup plus sur des tâches de faible compétence. Donc, ce faisant, j'occulte mon futur en travaillant sur des faibles niveaux de compétences, donc en ne développant pas de nouvelles compétences. Par contre, si je suis en allure 80, évidemment, je peux développer de nouvelles compétences parce que j'ai travaillé dans des domaines où je ne suis pas expert, où je ne suis pas compétent et je suis en situation d'apprentissage. Et ce qui me paraît essentiel, c'est d'arriver à cumuler ces deux logiques en ayant une bosse de faibles compétences pour le travail qui n'a pas beaucoup de capacité à me faire progresser, c'est-à-dire tout ce qui est de l'ordre du jeu et de l'important, et une bosse qui est centrée sur mon futur, où je vais travailler en développant de nouvelles compétences, à une allure moindre. Alors, vu sur une semaine, par exemple, eh on va voir le marathonien qui va travailler à son efficacité maximale et son efficience maximale, 8 heures par jour. Le marathonien qui va faire 10 heures par jour, eh bien peut-être qu'il va atteindre en cumulé un résultat moindre en une semaine. Puis les sprinters, qu'ils soient à 10 heures ou à 6 heures par jour, eh bien ils vont baisser progressivement de manière significative leurs compétences. Les sprinters sont ceux qui travaillent à 120%. Et donc on voit que
un sprinter à 6 heures par jour, et sur 5 jours, et a une production moindre qu'un marathonien à 10 heures par jour sur 3 jours. Et donc, il y a à se poser la question de savoir comment on veut occuper sa semaine, soit en courant tout le temps en étant peu efficace, soit en courant en ayant une allure raisonnable qui va permettre d'accroître la capacité de valeur ajoutée. Et globalement consolidé sur une entreprise, eh bien si tout le monde se met à courir, l'entreprise est en perte de capacité de concurrence. Apprendre à gérer son stress, eh bien, le stress, c'est une relation entre deux personnes, un stresseur et un stressé. Et il y a des stresseurs forts qui nécessitent une réponse forte du stressé. Si vous avez le feu dans l'appartement, eh bien, il faut évacuer très vite. Mais il se peut aussi que vous ayez un stresseur faible et que par l'accumulation des stress antécédents, le stressé soit toujours sous stress et il carbure mal, il use son énergie sans enjeu. Et puis il y a l'inverse, il y a un stresseur faible, mais le stress, lui, n'est pas mis en action. Et en fait, c'est l'histoire de la grenouille qui se plonge dans une casserole d'eau tiède et qui cuit à petit feu. Il n'y a rien qui lui a permis de l'alerter et elle va être cuite. En fait, il faut, par rapport à un stresseur fort, répondre avec un stresseur, un niveau de stress adapté. Ce qui est important pour l'autre devient urgent pour moi à traiter ou à négocier. Ce qui me paraît important à fort enjeu ne l'est peut-être pas à relativiser. Ce qui ne me paraît pas important à fort enjeu l'est peut-être à relativiser. Ce qui est important et ou urgent est qualifié puis quantifié à négocier. Apprendre à dire non. Dire non, c'est emprisonner un petit oui entre deux grands Z. Valorisez ce à quoi vous dites oui quand vous dites non. Faites participer l'autre problème que vous rencontrez. Évaluez les risques du oui à ceux du non. Allouez le temps disponible à chacun des oui, décalé dans le temps. Apprendre à dire non, c'est apprendre à dire oui à autre chose, bien souvent trop caché, trop discret, à entrer en logique de résolution globale de problèmes. C'est facile à dire, c'est beaucoup plus difficile à mettre en œuvre.
Nous arrivons à la fin de cette formation. Ne nous trompons pas de cible. Aujourd'hui, le but n'est pas de gagner du temps, mais de mieux allouer le temps dont chacun de nous dispose, quel que soit son niveau actuel d'efficacité. Donc, par rapport à tout ce qui a été proposé, vous pouvez noter quelques idées principales retenues, mais ce qui est essentiel, c'est quelles sont les actions 1, 2 et 3 que vous allez engager demain matin pour mettre en œuvre les apports de cette formation. L'une de ces actions paraît être commune à tout le monde, c'est se mettre un repère hebdomadaire, mensuel, pour surveiller la progression de la mise en œuvre des solutions que l'on aura retenues. Pourquoi ne pas commencer tout de suite? Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui pour atteindre cet objectif aujourd'hui, pour atteindre l'objectif dans une semaine, dans un mois ou dans un an? Qu'est-ce que je dois faire dans la semaine pour atteindre les objectifs dans la semaine qui suit, dans le mois qui suit, dans un an, et ainsi de suite. Voilà, cette formation est terminée. Quelques supports annexes se suivent, mais ne seront pas commentés. Merci de votre attention.